Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence offerte par l'entraide avec que nous accueillons aujourd'hui un ami, un grand professeur qui assistait à nos activités à l'entraide quand il travaillait à Montréal et qui pense toujours à nous, même s'il poursuit ses travaux de recherche médicale et d'enseignement aux États-Unis. Docteur Rafik Pierre Sekali est professeur titulaire, faculté de médecine, département de pathologie à Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia. Il va nous parler du sujet de l'heure, cette pandémie qui a trop longtemps duré et dont nous voulons tous nous débarrasser, mais ne savons pas comment faire. Je vous demanderai d'éteindre vos micros et vos caméras pendant la conférence. Par la suite, il y aura une période de questions d'une quinzaine de minutes durant laquelle vous allumerez votre caméra. Pour poser une question, vous êtes prié de lever la petite main jaune ou d'écrire votre question sur le chat et Dr Sekali va sûrement la lire. Après la période de questions, il y aura une période d'échange entre les membres avec caméra et micro allumés. Donc, sans plus tarder, la parole est à vous, Dr Sekali. Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on l'entend très bien. Ok, très bien, merci. Ok, comme je disais à ma fille il y a 2 minutes, je suis beaucoup plus nerveux en faisant cette présentation aujourd'hui que je le fais quand je donne ma présentation à un auditoire très scientifique. D'abord parce que il y a beaucoup d'émotions dans cette rencontre. Je revois des gens, même si je ne les vois pas, que je n'ai pas vus depuis au moins 2 ans à cause de cette pandémie. Aussi parce que ce sont des gens qui sont très chers à moi et aussi parce que je pense que c'est mon devoir à moi, en tant que scientifique, d'essayer d'amener le niveau de tout le monde à un niveau en fait où on peut comprendre la lutte dans laquelle on est embarqué et tout ce qu'on fait pour pouvoir surmonter les défis qu'on a. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui dans ma présentation, c'est d'abord de vous décrire un peu le coronavirus sans rentrer dans des détails très scientifiques, surtout d'essayer de surmonter les rumeurs qui n'arrêtent pas de circuler que ce virus il a été fabriqué toute main en laboratoire et en fait que ce virus il émane de l'évolution naturelle que n'importe quel virus ou n'importe quel organisme subit. Ensuite, ce que je vais vous décrire là, c'est un peu la pathologie, la maladie. Et après, enfin, ce que je vais passer la majorité de mon temps, c'est d'écrire en fait ce qu'on fait pour combattre la maladie, que ça va des les plus simples mesures de prévention, naturellement au développement de vaccins et au futur du développement des vaccins et de médicaments. Donc, donc le virus s'appelle coronavirus. Et en fait, si vous regardez la photo que vous avez devant vous, là, c'est, euh, c'est un peu pour ça qu'on appelle le coronavirus. Il est un peu comme une couronne. C'est pas la bière Corona, c'est un coronavirus. Et en fait, toutes les points rouges que vous voyez, en fait, c'est les molécules qui sont à la surface du virus qui permet au virus de rentrer dans les cellules. Donc c'est cette forme de couronne en fait qui fait que le virus s'appelle un coronavirus. Donc comme je l'ai dit là, je vais décrire un peu les caractéristiques de ce virus, l'étiologie, d'où il vient, comment il s'est disséminé,
qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir le virus, et en fait aussi décrire le cours clinique de la pathologie. Donc le virus en fait, et vous m'excuserez au départ, là, il y a la majorité des diapos sont en anglais là, mais je suis sûr que tout le monde me suivra là, puis de toute façon je donne tout le monde au point en français. Donc, donc le virus, on l'appelle Covid-19 ou SARS-CoV-2 pour deux raisons principales. Covid-19 parce qu'on l'a découvert en 2019 et SARS-CoV-2 parce que c'est le deuxième virus SARS. Donc il y a eu, si vous vous rappelez, là en 2003, il y a eu un premier SARS qu'on appelle SARS-1 qui, lui, a été très rapidement endigué, heureusement, parce qu'il était beaucoup plus mortel que celui-là. Et maintenant, on a le SARS-CoV-2 et probablement on aura un SARS-CoV-3 à un moment donné. Les premiers cas, comme vous le savez très bien, ont été identifiés à Wuhan en Chine. Et ce virus, en fait, et c'est un point de controverse, a été classifié comme un virus zoonotique. Zoonotique, pourquoi on l'appelle zoonotique? On s'appelle zoonotique parce qu'il passe d'une espèce animale à l'autre. Euh, Quand un virus passe d'un être humain à l'autre, ce n'est pas un virus zoonotique, c'est un virus qui se dissémine au sein de l'espèce, entre êtres humains. Mais quand un virus passe de la vache à l'humain ou de l'oiseau à l'humain, à ce moment-là, ça devient un virus zoonotique parce que le virus a évolué pour pouvoir maintenant infecter un autre hôte que son hôte naturel. Et, euh, et donc, en fait, on a affaire à ce virus qui s'appelle le SARS-CoV-2 parce que c'est un virus, comme vous verrez un peu plus tard, qui a passé du pangolin, de la chauve-souris au pangolin à l'être humain. Et SARS-CoV-2, en fait, comme vous le savez, là, on appelle le SARS-CoV-2 parce que c'est le Severe Acute Respiratory Syndrome. Donc, c'est un virus respiratoire, c'est un virus qui atteint les poumons, qui détruit les poumons et donc qui empêche de respirer là. Mais en fait, ce que vous devez imaginer, c'est que si vous n'avez pas respiré, il n'y a pas d'oxygène. Et quand il n'y a pas d'oxygène, tous les organes de l'être humain sont en défaillance. Et à la fin, quand on décède du SARS-CoV-2, c'est ou parce qu'on n'arrive plus à respirer, ou parce que tous les organes sont maintenant défaillants et ne fonctionnent plus. Donc, le virus, comme je l'ai dit, là, il part de la chauve-souris. Beaucoup de ces SARS virus au coronavirus ont pour hôte naturel, donc c'est l'hôte dans lequel ils se divisent et se multiplient le mieux, et en fait vivent sans être éliminés par l'hôte, c'est la chauve-souris. Et de là, il passe à l'animal, et quand il passe de l'animal, il évolue. Il évolue toujours pour affecter le plus de cellules possible et le plus d'hôtes possible. Donc en fait, le virus, quand il se multiplie, quand il se divise toujours avec l'idée de pouvoir infecter d'autres cellules et d'autres hôtes. Et c'est ça l'avantage d'un virus, c'est qu'il s'adapte toujours à son nouvel hôte. Et la dernière chose qu'un virus veut faire là, c'est de tuer son hôte. Parce que si jamais il tue son hôte là, le virus n'existe plus. Mais en infectant le maximum d'hôtes possible, c'est comme ça que le virus persiste et c'est comme ça que le virus continue à se propager au sein de l'espèce. Et donc, en fait, ce qui arrive là, c'est que les gens, par exemple, qui sont immunocompromis, des gens qui ont un système immunitaire défaillant, que ce soit à cause d'une opération, à cause d'une transplantation, à cause de l'âge ou pour toute raison, parce qu'ils prennent des médicaments immunosuppresseurs, le virus a un champ ouvert pour se disséminer, pour se multiplier, et à ce moment-là, il va infecter un maximum de gens. Et en fait, quand on remonte maintenant au SARS-CoV-2, on réalise en fait que la majorité des variants qui émergent, ils ont émergé parce que il y avait un bassin de sujets immunocompromis et donc dont le système immunitaire était défaillant, dans lequel le virus peut se multiplier, se diviser et maintenant infecter plus d'individus. Et souvent, ça se passe dans les hôpitaux ou dans les centres d'hébergement où là, les gens ont des systèmes immunitaires compromis. Et c'est un peu comme ça que le virus se dissémine. Il va de l'hôte infecté à un autre hôte infecté au travailleur de santé et là la chaîne commence et là le virus se dissémine à de plus en plus d'individus. Donc ici c'est une autre diapo en fait qui vous montre en fait qu'il y a plusieurs variétés de coronavirus.
euh, ce qu'on appelle le virus auquel on a affaire, qui est le SARS-CoV-2. Il fait partie de la famille des bêta-coronavirus. Et donc, c'est parce qu'il a un génome qui est, son ADN est différent des autres. Mais en fait, ce qui est commun à tous les coronavirus, c'est qu'ils partagent beaucoup de séquences. Et c'est parce qu'ils s'échangent, ils se sont échangés des séquences. Et c'est comme ça qu'on a créé de nouveaux virus. Parce qu'un virus donne à un autre virus une nouvelle séquence. Et comme ça, il crée un nouveau virus. Et c'est comme ça que le virus, maintenant, il évolue pour infecter de plus en plus de nouveaux hôtes. Et en fait, le coronavirus n'est pas le seul à faire ça. Le virus de l'influenza, c'est la même chose. Le virus de l'influenza est aussi un virus qui atteint les voies respiratoires et qui aussi infecte, comme vous voyez sur le diapo, il infecte les êtres humains, les cochons, les poissons, les cochons, les chiens, et les oiseaux. Et c'est toujours par ce moyen d'évoluer, parce qu'il change son bagage génétique, il change son ADN et qu'il évolue pour infecter de plus en plus de nouveaux hôtes et se permettre maintenant de persister chez de plus en plus d'hôtes différents. Et en fait, cette constante évolution du virus, c'est ce qui en fait dépeint un peu les différentes vagues que nous avons. Où en fait, la première vague qu'on a eue en décembre 2019, ça a créé un premier bassin dans lequel le virus pourrait se répliquer et s'éliminer chez un maximum d'hôtes. Au fur et à mesure, le virus a évolué. Il est devenu un peu plus pathogène, et donc il avait des capacités d'infecter encore plus de monde et de persister et de se diviser beaucoup plus rapidement. Et parce qu'on n'avait pas de vaccin, parce qu'on n'avait aucune mesure de prévention, à ce moment-là, on est parti de la deuxième vague à la troisième vague, parce que là, il n'y avait aucun moyen d'empêcher le virus, à part les mesures de distanciation sociale et les masques, que là, maintenant, il y a eu cette troisième vague. Et la troisième vague, maintenant, elle a diminué, parce que maintenant, on a eu un vaccin, et ce vaccin a permis de monter un système immunitaire qui a permis maintenant de faire diminuer le bassin de gens qui pouvaient être infectés. Maintenant, on n'est toujours pas à l'abri, et je reviendrai là-dessus plus tard, parce que même le virus, il peut évoluer, dépasser le vaccin, et surtout, si jamais il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, ça offre quand même un bassin de gens dans lequel le virus peut se répliquer, changer, évoluer et infecter de plus en plus de gens. Euh, Si vous vous rappelez bien, sur cette carte du monde, là, le virus, en décembre 2019, il était en Chine. Et les différentes couleurs représentent en fait les différents variants du virus. On parle de maintenant virus alpha, qui est le virus original. Après ça, le variant bêta, celui qui est originaire en Afrique du Sud. Après ça, les autres variants, delta, maintenant mu et lambda, qui sont surtout en Amérique du Sud. Tout ça, en fait, le virus évolue et un peu dans chaque continent, on voit maintenant de plus en plus des variants différents qui apparaissent. Et ces variants différents, naturellement, à cause des voyages, ils peuvent passer d'un continent à l'autre et maintenant créer, comme vous voyez maintenant, que le virus et tous les variants du virus sont un peu disséminés partout. Mais ce qui est très important de noter, c'est que selon chaque continent, il semble y avoir des distributions un peu différentes des différents variants. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de comprendre. Maintenant, si on essaie de savoir qu'est-ce que ces variants représentent, comme je vous ai montré au départ dans la première diapo, il y a cette euh, molécule rouge que vous voyez en rouge, qu'on appelle le spike protein, qui est la protéine qui permet au virus de rentrer dans une cellule. Et cette protéine, elle évolue, encore une fois, pour infecter de plus en plus de gens. Et toutes les mutations qu'on voit dans les variants, c'est des mutations qui affectent cette protéine-là, qui permet au virus de se disséminer encore plus et d'infecter de plus en plus de gens. Donc, dans la deuxième partie, là, donc ce que j'ai essayé de montrer dans la première partie, c'est d'où le virus est parti. Il est parti très probablement de la chauve-souris. C'est un virus zoonotique. Donc il s'est disséminé d'une espèce à l'autre. Il a sauté, il a passé chez l'humain. Et une fois maintenant qu'il est chez l'humain, il a un nouvel hôte. Et dans le nouvel hôte, il évolue pour infecter de plus en plus de personnes et donc lui permettre de persister et de se disséminer. Donc, ce virus,
il a plusieurs protéines et comme vous voyez là un peu ce que vous voyez en rouge maintenant qui est en bleu foncé, c'est la protéine qui permet au virus de rentrer dans la cellule. Et vous voyez en bas en fait, ce que vous voyez en bas c'est la cellule avec la protéine ACE2. ACE2 c'est le récepteur, c'est la protéine à la surface d'une cellule du poumon qui permet au virus de s'attacher et de rentrer et de rentrer dans la cellule. Donc il y a un mécanisme très spécifique qui permet au virus d'infecter une cellule. Et naturellement, si vous voyez ça là, vous dites, ah, mais c'est très simple. Si jamais on sait comment le virus y rentre dans la cellule, tout ce qu'on a à faire, c'est fermer la porte. Et donc, essayer de bloquer l'interaction entre la protéine virus et la protéine cellulaire. Et c'est un peu ce que les vaccins essaient de faire. C'est un peu ce que les anticorps thérapeutiques essaient de faire. Et donc, c'est un moyen assez simple est très évident de pouvoir surmonter l'infection virale. Et donc le virus, une fois que le virus il rentre dans la cellule, donc en haut ce que vous voyez c'est le virus toujours avec sa couronne, il s'attache à la protéine S2, il rentre dans la cellule et une fois qu'il rentre dans la cellule, il se multiplie et il ressort de nouveau. Et quand il ressort de nouveau, il va infecter de nouvelles cellules toujours par le même moyen, toujours par cette porte d'entrée qui est la protéine S2. Donc, si jamais on arrive si jamais on arrive à empêcher le virus de rentrer dans les cellules, donc déjà on a un moyen de prévenir la dissémination. Si jamais on arrive aussi à affecter toutes les étapes du virus, de la réplication virale à l'intérieur d'une cellule, avec des médicaments qui n'existent toujours pas mais qui sont en cours d'évolution, ben là ça va nous permettre éventuellement d'arrêter ce cycle infernal de nouvelles infections. Donc, ce n'est pas la première pandémie, comme je l'ai dit. Je pense que peu d'entre vous se rappellent en 1918 qu'il y a eu la pandémie de l'influenza qui a tué presque 500 millions d'individus à travers le monde. Et donc 5 à 20% de la population était infectée. On n'est pas très loin de là. Et donc, je pense que ce qu'il faut retenir de ces diapos-là, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une pandémie. Il y a toujours de nouvelles pandémies qui vont apparaître. Et donc, ce qu'il faut toujours tirer des leçons d'une pandémie, c'est comment être prêt pour la prochaine pandémie. Donc, ce virus, il infecte les gens. Et quand il infecte les gens, en fait, vous avez d'abord des symptômes qui sont à travers l'organisme. Les gens ont de la fièvre, les gens ont des frissons, les gens toussent. Donc tout ça, c'est des symptômes qui sont un peu respiratoires. On pense en fait que c'est les voies respiratoires qui sont affectées. Mais ça ne s'arrête pas là. Les gens ont des symptômes gastro-intestinaux. Donc les gens ont de la diarrhée, ils perdent l'odorat, donc ça atteint les centres nerveux, le cerveau. Et donc en fait c'est un virus qui, ou directement par l'infection des cellules du poumon, ou indirectement par des tas de médiateurs que le virus produit, que ce virus il affecte tout l'organisme. Et c'est un peu ce que je vous disais au départ, là, c'est que quand quand il y a une fatalité, elle existe ou parce qu'on a perdu complètement la capacité de respirer, ou parce que maintenant tous les organes de l'hôte, tous les organes de l'individu infecté sont maintenant défaillants et ne sont plus fonctionnels. Euh, c'est, il y a, naturellement, on se pose toujours la question comment ce virus est différent de l'influenza ou d'autres virus ou d'autres pathologies du système respiratoire. Maintenant, c'est très simple. Au début, un des problèmes qu'on avait au début, c'est qu'on n'avait pas de test qui nous permettait de distinguer ce virus d'autres virus des voies respiratoires. Mais après même quelques semaines, plusieurs compagnies et le CDC ont développé des tests PCR, ce qu'on appelle des tests PCR, qui permettent de détecter spécifiquement COVID-19 ou SARS-CoV-2. Et de cette façon, on a pu quantifier le nombre de gens infectés. Et ça, en fait, ça, c'est déjà une première mesure de prévention. C'est si jamais on connaît quelqu'un qui est infecté, parce que par test PCR, on a détecté l'infection. À ce moment-là, ça nous permet de mettre cette personne en quarantaine, de l'éloigner d'autres individus qui ne sont pas infectés et de prévenir la dissémination de l'infection.
Donc, euh, le virus, c'est un virus des voies respiratoires, comme beaucoup d'autres, mais il est quand même très particulier, d'abord à cause de son bagage génétique, mais aussi parce qu'il a des symptômes qui sont beaucoup plus disséminés que les autres virus des voies respiratoires. Euh, Ce qui est aussi euh, très intéressant, mais qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses, c'est que ce virus, en fait, quand il infecte quelqu'un, on ne réagit pas tous de la même façon. Il y a des gens qui développent des symptômes qui sont ou asymptomatiques ou des symptômes très légers, donc des mild disease. Et ça va donc de gens qui développent des symptômes très légers à des symptômes qui développent des symptômes très critiques. Et donc les gens qui développent des symptômes très légers, souvent ils sont mis en isolement, souvent on ne les hospitalise pas ou on les hospitalise pour 48 heures, puis après ça on les décharge. Par contre, les gens qui ont des symptômes sévères ou critiques, c'est des gens qui sont hospitalisés, isolés et souvent à autisme et soins intensifs. Et c'est un peu comme ça qu'on classifie la sévérité de l'infection. C'est un, le niveau de défaillance respiratoire, deux, le niveau de défaillance systémique, et trois, si les gens vont aux soins intensifs ou pas. Et donc ça permet, ou si les gens aussi sont ventilés, ont besoin d'une aide ventilatoire, et ça nous permet de tout de suite là, de catégoriser les gens et de définir le niveau de soins que ces gens doivent subir. Et ça, en fait, on le voit très facilement là, quand on suit le parcours de l'infection. Donc, ce que vous avez, la première courbe là, que je montre avec la flèche, c'est la courbe qui montre quand le virus entre dans le système. La première chose qu'il fait, c'est qu'il réplique comme un fou. Et donc, il y a de plus en plus de virus chez l'individu. Mais ce que vous voyez, c'est en fait qu'il y a des gens qui développent des symptômes très légers. Et vous voyez la courbe en fait de la virémie ou du niveau de virus diminue très très rapidement. Par contre, les gens qui développent des symptômes très sévères, eux, le virus y persiste pendant très longtemps à des niveaux plus bas. Mais c'est les symptômes, donc le ICU, l'admission respiratoire, la détresse respiratoire, la cour de la perte la perte de la capacité de respirer, tout ça, ça s'accumule et ça fait que les gens ont ces symptômes sévères. Donc, le virus, c'est pas toute l'histoire. Le virus entre dans le système, il cause des dégâts, mais après ça, il y a une série d'autres dégâts qui sont créés par la réponse au virus qui font en fait que maintenant, des gens développent des systèmes, des symptômes de plus en plus sévères. Et en fait, ce problème en fait, nous a souvent nous a un peu mis sur la fausse voie, parce qu'au début, on pensait que tout ce qu'il fallait faire, c'était essayer de combattre le virus. Mais en fait, même si jamais on voyait que le virus diminuait et devenait de plus en plus indétectable, les gens continuaient à devenir de plus en plus malades. Et donc, on a pu comprendre maintenant que c'était pas uniquement le virus, mais aussi tous les désordres et tous les dommages que le virus causait au système immunitaire qui faisaient maintenant que les gens maintenant avaient tous ces symptômes de plus en plus sévères. Donc, les thérapies, et ça, c'est naturellement, c'est la première chose qu'on veut faire, là, c'est quand on a un virus, on essaie de trouver un moyen de combattre le virus, et donc on développe ce qu'on appelle des médicaments antiviraux, que ce soit par exemple pour l'influenza, vous avez le Tamiflu, pour si les infections herpétiques, vous avez le ganciclovir ou d'autres médicaments qui impactent spécifiquement le type de virus. Malheureusement, et en fait c'est pas malheureusement parce que souvent les médicaments ça prend beaucoup de temps pour développer. Là on a un virus qui est présent avec nous depuis 1 an et demi. Donc ça prend au moins 5 à 10 ans pour développer un médicament et on n'a toujours pas de médicament. Et en fait, il faut garder espoir parce que si on regarde pour le VIH, que je connais très très bien quand même, le VIH, il est apparu en 81 et ce n'est qu'en 96-97 qu'on a eu des médicaments qui impacté spécifiquement et le VIH qui ont permis en fait de contrôler entièrement la maladie. Les gens ont toujours du virus, mais le virus est contrôlé par les antiviraux. La même chose pour le virus de l'hépatite C.
Vous le savez très bien qu'il y a un médicament maintenant qui cure, qui génère une cure entière du virus de l'HCV. Donc le virus HCV hépatite C disparaît complètement. Donc il y a des exemples très positifs maintenant de médicaments antiviraux qui ont permis ou de contrôler le virus ou maintenant l'éliminer. Pour le SARS-CoV-2 encore, on est encore au b.a.-ba du développement de médicaments et c'est pour ça qu'il faut continuer à garder espoir. Alors, si jamais on n'arrive pas à trouver des médicaments qui permettent de combattre le virus quand il est rentré chez l'hôte, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de prévenir. Et donc la prévention est l'outil de choix pour pouvoir empêcher ou l'infection ou la dissémination. Donc ça, c'est une image qui est très très simple. Le masque, c'est un peu comme une forteresse, c'est comme le mur de Berlin. Vous mettez le masque sur votre nez, là, le virus ne peut plus rentrer. À des niveaux d'efficacité quand même qui sont très efficaces, au-delà de 95% d'efficacité quand vous portez un masque. Donc je pense que les gens qui sont anti-masques, euh, la logique n'est pas très compréhensible, mais les faits sont là. Les premières les premières baisses du niveau d'infection ont été entièrement dues au port de masque et à la deuxième mesure en fait de prévention aussi très simple de distanciation qu'on appelle sociale, mais moi je l'appelle plutôt physique. Sociale, c'est quand on veut plus se parler. Physique, c'est quand on a 6 pieds à part. Donc on est c'est vraiment une distanciation qui est physique. Et ça empêche au virus de passer d'un individu à l'autre, ou parce qu'il y a une barrière physique qui est le masque, ou parce qu'il y a une barrière de distance qui permet au virus de ne pas voyager d'un autre à l'autre. Maintenant, la thérapie, en fait, pas la thérapie, la forme de prévention la moins coûteuse et la plus efficace, c'est le vaccin. Euh, et en fait, ceux qui, comme moi, travaillent, mais j'espère comme vous aussi, qui travaillent depuis des années chez les vaccins, vous comprendrez en fait que en fait, ceux qui ont mon âge, vous avez tous été vaccinés par le vaccin de la variole, le smallpox vaccine, scarifié. Et ce vaccin, il a permis d'éliminer complètement la variole. La poliomyélite, la même chose. Euh, le virus de la rougeole, plusieurs virus, en fait, ont été complètement éliminés par des vaccins. Pour en fait, des coûts qui sont minimes. Les vaccins, ça coûte $1 la shot. Donc, c'est Là, quand je même. l'entends, c'est très bas. Wow, ok, parce que il faudrait monter et Il y a quelqu'un. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur mute, s'il vous plaît? Donc, donc en fait, les vaccins ont fait leurs preuves. On n'a pas besoin de faire de nouvelles preuves là. Les vaccins sont ultra efficaces. Ils coûtent pas cher, puis ils sont ultra efficaces. Ils ont éliminé plusieurs maladies. Donc, euh, donc, comment les vaccins fonctionnent? Les vaccins fonctionnent parce qu'ils simulent différentes cellules du système immunitaire à travers tout l'organisme, et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Ils simulent le système immunitaire parce ils poussent la production d'anticorps par les lymphocytes B. Et il y a différentes formes d'anticorps qui sont ou présentes dans votre sang ou présentes dans ce qu'on appelle les muqueuses. Et les muqueuses, en fait, c'est toutes les surfaces qui sont ouvertes, exposées à l'air. Donc, la muqueuse nasale, c'est une muqueuse, sont des portes d'entrée. Et donc, si jamais vous avez des anticorps ou des cellules du système immunitaire qui sont là, à ce moment-là, ça va permettre tout de suite au virus de ne pas rentrer parce qu'il y a un moyen de défense qui est présent à la porte d'entrée et qui va empêcher le virus de rentrer. Ce qui est très très bon avec les vaccins, c'est quand on a de nouveaux vaccins, on a tout
le système existe. Et, et le, et le, et le, le système immunitaire fonctionne parce qu'il y avait toutes ces cellules différentes, les cellules T, les cellules B, les cellules tueuses, les macrophages, toutes ces cellules produisent des substances. Les cellules B produisent des anticorps, les cellules T produisent des cytokines, les cellules T peuvent tuer des cellules infectées par le virus, et chacune de ces cellules est armée d'un arsenal qui va lui permettre de combattre le virus. Et ça, c'est formidable là, parce que imaginez-vous si jamais on avait une seule arme pour combattre le virus il peut s'échapper et naturellement là vous avez un autre qui est complètement sans défense. Mais si jamais on a plusieurs armes, à ce moment-là ça devient de plus en plus difficile. Au virus d'échapper, il peut échapper une, mais il ne peut pas échapper la deuxième ou la troisième. Donc ça nous donne un système immunitaire qui est ultra compétent, ultra diversifié, pour pouvoir combattre le virus ou n'importe quel autre pathogène par des mécanismes qui sont très différents. Et donc, le virus, comme je l'ai dit, il rentre, le SARS-CoV-2, il rentre, il infecte les voies respiratoires, il, euh, il crée ce qu'on appelle, il induit une réponse immunitaire, il induit des cellules T, il induit des cellules B, il induit des tas de substances qu'on appelle des chimiokines ou des lymphokines, donc des petites hormones qui vont mobiliser toutes les armes du système immunitaire. Et ça peut avoir un effet bénéfique parce que, comme vous voyez, chez les individus qui développent des symptômes légers, le système immunitaire arrive à contrôler et éliminer entièrement le virus. Mais par contre, il peut aussi créer ce qu'on appelle une tempête. Et cette tempête, elle peut avoir des effets négatifs sur l'individu. Donc c'est pour ça au début que je disais là, il ne faut pas non seulement combattre le virus, mais aussi il faut combattre tout le dégât que le virus cause au système immunitaire. Et en fait, ce que je montre ici là maintenant, c'est comment un vaccin fonctionne. Un vaccin fonctionne parce qu'il induit ce qu'on appelle une mémoire immunologique. Quand vous êtes vacciné, comme moi par exemple, j'ai été vacciné en 1956-58 par le vaccin de la variole. Mais aujourd'hui, si jamais par mauvaise aventure le virus de la variole revient, ben mon système immunitaire il va se rappeler qu'il a vu le virus de la variole il y a au-delà de 50 ans. Pourquoi? Parce que vous avez cette mémoire qui va permettre maintenant de remobiliser des cellules immunitaires qui avaient été développées il y a 50 ans et qui vont revenir le plus vite possible pour combattre la nouvelle invasion par le virus. Et vous voyez très très bien quand en bas dans la table, en général, quand on appelle une réponse primaire, donc la première fois que vous êtes exposé à un pathogène ou à un vaccin, ça prend 5 à 10 jours pour monter pour une réponse immunitaire. Et quand maintenant vous êtes exposé une deuxième fois à ce pathogène ou à ce vaccin, sur ce pathogène, là maintenant, ça prend même pas 1 à 3 jours pour développer une réponse immunitaire qui va être la plus efficace possible. Donc la mémoire vous permet de répondre plus rapidement à une deuxième exposition à ce pathogène-là. Et en fait, la mémoire n'est pas seulement qualitative ou cinétique, elle est aussi quantitative. La réponse mémoire, elle est 10 à 100 fois plus importante que la réponse immunitaire que vous avez lorsque vous êtes exposé pour la première fois à un virus. Ce qui est, comme vous dites, le système immunitaire est formidable parce qu'il développe plusieurs façons en fait de neutraliser le virus. Euh, il y a des anticorps qui sont on appelle des anticorps neutralisants qui ferment la porte au virus. Donc, ils empêchent le virus en inhibant l'interaction entre le récepteur et la protéine virale, le virus n'y rentre pas. Par contre, il y a d'autres moyens où maintenant ce virus il se fixe à plusieurs cellules du système immunitaire et en se fixant ces plusieurs systèmes immunitaires, il dirige ces cellules vers la cellule infectée et permettent de tuer maintenant la cellule infectée. Donc, on a un système immunitaire qui est très riche parce qu'il permet, par plusieurs moyens différents, de pouvoir éliminer la cellule infectée. Maintenant, un vaccin, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et en fait, c'est un peu le miracle qu'on a eu avec le SARS-CoV-2. C'est qu'on est arrivé à développer un vaccin avec une plateforme qui était complètement méconnue euh, en l'espace de même pas un an. euh, Parce que dans un contexte plus classique, et je suis bien placé pour le savoir, ça prend au moins 10 à 15 ans pour développer un vaccin. Pourquoi? Parce que la première chose que vous faites, c'est un, d'identifier le pathogène. Deux, une fois que vous avez identifié le pathogène, vous prenez un composant du pathogène,
vous le mettez dans une plateforme ou dans un vecteur qui permet de vacciner et vous immunisez les souris et voyez maintenant si votre vaccin il peut induire une réponse immunitaire chez la souris. S'il induit une réponse immunitaire chez la souris, vous êtes content et là vous dites, bon, à ce moment-là, je peux passer chez l'humain. Mais vous n'allez pas passer chez l'humain et immuniser des centaines et des milliers d'individus ou des millions d'individus. Non, la première chose que vous allez faire, c'est vous allez voir maintenant, il a été efficace chez la souris, mais est-ce qu'il est sécuritaire chez l'humain? Parce que la première chose que vous voulez faire, c'est quand vous vaccinez, c'est de ne pas impacter la sécurité de l'individu. Donc, énormément d'études sont faites au début, ce qu'on appelle des études de phase 1, pour assurer la sécurité du vaccin. Et ce n'est qu'une fois qu'on passe par tous les critères les plus stringents et les plus sévères de sécurité qu'on passe maintenant à la phase 2. Et la phase 2 maintenant, dans la phase 2, on essaie de voir maintenant si un peu comme on a fait chez la souris, est-ce que le vaccin induit une réponse immunitaire maintenant chez l'être humain, pas chez la souris, chez l'être humain. Et donc, quand on franchit cette étape, là maintenant on passe à l'étape de phase 3. Et dans l'étape de phase 3, maintenant, on va dans des sites en fait où il y a une haute incidence, donc une haute possibilité de nouvelles infections. Et on voit maintenant quand on immunise des dizaines de milliers d'individus, quelle est la proportion de ces individus qui sont infectés s'ils ont reçu le vaccin et on les compare à des individus qui sont non infectés. Donc ces essais cliniques souvent impliquent au-delà de 20 000 individus, 10 000 dans le bras qui inclut le vaccin et 10 000 dans le groupe qui n'inclut pas le vaccin. Et ce n'est que quand on montre qu'il y a encore une fois une différence très significative entre les deux groupes que à ce moment-là, on approuve le vaccin. Et là, en ce moment, on peut passer maintenant à vacciner la population. Donc, toutes ces étapes ont été franchies en moins d'un an avec le SARS-CoV-2, avec une plateforme tout à fait nouvelle qui est la plateforme ARN messager de Pfizer et de Moderna. Donc c'est vraiment un miracle et c'est vraiment un miracle qu'on ait pu avoir cette intervention parce que si on n'avait pas eu cette intervention aussi rapidement, Dieu sait où nous en sommes. Il y a d'autres plateformes sur lesquelles je veux revenir. Comme par exemple les vecteurs viraux, comme par exemple les gens qui ont reçu le J&J, le Johnson Johnson vaccine, ou les gens qui ont reçu l'AstraZeneca, qui sont des virus dans lesquels des virus qui sont inoffensifs, mais dans lesquels on a mis une protéine du SARS-CoV-2. Et ça, c'est des vaccins qui ont été développés pour le VIH, mais aussi pour d'autres pathologies comme ici l'Ebola, et des virus qui ont montré un très très bon succès. Et donc maintenant, pour le SARS-CoV-2, on a au moins 6 vaccins différents qui utilisent des plateformes un peu différentes. Et toutes ces plateformes ont montré un certain degré d'efficacité. Maintenant, ce qu'il faut être, sans crier victoire, là, mais il faut quand même souligner le fait que pour SARS-CoV-2, on a utilisé comme critère de protection ou pour définir en fait la protection induite par le vaccin comme l'absence d'hospitalisation ou l'absence de décès ou l'absence de maladie sévère. Ce qui n'est pas le cas d'un vaccin classique. Un vaccin classique, quand on catégorise un vaccin classique, on dit qu'un vaccin est efficace parce qu'il empêche l'infection, qui est très différent d'empêcher la maladie ou la maladie sévère. Donc en fait, c'est encore un pas qu'on a à franchir. Donc on a un vaccin qui est efficace à 95% pour diminuer la sévérité de l'infection, ou diminuer la mort, ou diminuer l'hospitalisation, mais on n'a pas des vaccins qui sont à 95% efficaces pour empêcher toute nouvelle infection. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais on a besoin aussi d'études populationnelles importantes pour pouvoir mesurer ces types de paramètres. Alors, ce qui est important de noter là, c'est que, et en fait, ce qui peut impacter sur l'efficacité d'un vaccin, c'est que on n'est pas des souris, donc on ne réagit pas tous de la même façon. Donc, il y a des individus chez qui le vaccin va induire des très hauts niveaux d'anticorps, donc une très bonne protection, et des individus chez qui le vaccin va induire de plus faibles anticorps, et donc ces individus sont éventuellement moins protégés. Et c'est ce que vous avez un peu ici, là, c'est que chacune de ces courbes
représente un individu qui a été vacciné. Donc au départ, au jour zéro, l'individu n'a pas de vaccin. Donc vous voyez que les niveaux d'anticorps sont à zéro ou à 100, indétectables. Mais vous voyez que dès qu'il reçoit un vaccin, dès qu'il reçoit une première dose de vaccin, tout de suite, là, vous voyez le taux d'anticorps monter. Mais vous voyez maintenant qu'il y a des individus qui montent presque 100 fois à 1000 fois plus d'anticorps que d'autres individus. Donc en bas de l'échelle, c'est des individus qui montent très peu de vaccins, très peu d'anticorps. En haut de l'échelle, c'est des individus qui montent de très hauts niveaux d'anticorps. Et en fait, ça se reflète un peu sur quand on rebooste les gens, quand on revient maintenant, on les booste à niveau, vous voyez encore en fait que les gens ne répondent pas tous de la même façon, parce qu'il y a des gens qui répondent encore très très bien, qui ont des niveaux d'anticorps très élevés. Il y a des niveaux d'anticorps, des gens qui ont des niveaux d'anticorps qui sont 100 fois moins élevés, donc potentiellement moins protégés que les autres individus. Et là où en fait c'est encore plus intéressant, ou important à noter, c'est que les vaccins originaux, ils ont été développés, comme vous le savez, contre la souche de Wuhan. Mais quand on teste ce vaccin contre le variant bêta, donc le variant d'Afrique du Sud, ou le variant maintenant le Delta, les vaccins sont moins efficaces pour les des anticorps. Ils sont toujours efficaces parce qu'ils induisent une immunité qui est protectrice à 60-70%, mais ils sont moins efficaces. Donc en fait, il faut encore pousser le développement de vaccins à des niveaux en fait où on pourra non seulement contrecarrer le vaccin originel, mais aussi les nouveaux variants qui apparaissent. Donc on a eu du travail à faire et en fait, vous pouvez assurer que la communauté scientifique est entièrement là-dessus pour y arriver. Et en fait, ce phénomène en fait n'est pas particulier uniquement au SARS-CoV-2. Si vous prenez d'autres vaccins comme le vaccin de l'influenza ou le vaccin de la fièvre jaune, comme je vous montre ici, là aussi, vous voyez en fait que des individus qui sont vaccinés vont monter des taux d'anticorps qui sont très différents. Vous voyez, au bout de 3 mois, il y a des gens qui diffèrent dans leur niveau d'anticorps, donc potentiellement dans leur niveau de protection qui varie de 10 à 100 fois. Donc en fait, ce qu'il faut essayer de voir là, c'est pourquoi les gens diffèrent dans leur capacité de produire des anticorps, et deux, qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement pouvoir booster ou augmenter leur niveau de protection d'anticorps. Donc j'espère que je vais pas endormi là, mais je vais finir avec les conclusions en fait que je voulais euh, tirer de ce topo. Donc il ne faut pas oublier cette pandémie. 18 mois, pour beaucoup de gens, c'est trop long. Et j'espère, oui, que ça ne va pas durer un autre 18 mois là, parce que dans 6 mois, on pourra tourner la page. Mais ce que ces 18 mois nous ont permis, c'est vraiment de nous en donner des leçons que nous devons absolument retenir. Un, comme je l'ai dit au début, on n'est pas à l'abri d'autres pandémies. Euh, et il y a eu ce qui se rappelle un peu là en 2008-2009, il y a le H1N1, donc l'influenza aussi en 1974, le H1N1, en 1918, l'influenza. Donc ces pandémies, elles reviennent, mais maintenant, je pense qu'avec les leçons qu'on a tirées, il faut vraiment augmenter notre niveau de vigilance et je pense que les autorités de la République doivent vraiment instaurer des normes de prévention et de réactivité à d'éventuelles nouvelles pandémies. Euh, la prévention est le seul atout qu'on a qui nous permet éventuellement de combattre un nouveau pathogène tant qu'on est arrivé à l'identifier. Je pense qu'aujourd'hui, avec tous les moyens moléculaires qu'on a, on est capable de contrecarrer ou de développer très très vite des interventions contre un nouveau pathogène. Et en fait, ce que vous avez vu un peu dans les dans les diapos où je vais montrer les différentes vagues, les simples mesures de prévention, comme les masques, comme la distance sociale, euh, sont arrivées quand même à infléchir le taux de nouvelles infections. Et ça, c'est quand même une très importante leçon parce que quand on a un nouveau pathogène, on ne le connaît pas, mais le temps qu'on ne l'a pas encore connu, je pense que d'implémenter des stratégies comme celle-ci, ça va être euh, euh, très abordable et assez efficace sans l'être complètement de pouvoir empêcher de nouvelles disséminations. Là, si on tarde à implémenter ces mesures de prévention simples, comme ça a été le cas là, lors de la pandémie actuelle, ce qui est un peu
amener à la dissémination du virus. Et en fait, plus on tarde, plus le niveau du virus augmente, et plus le niveau du virus augmente, plus il infecte plus de personnes, et plus ça devient problématique. Donc, mais la porte de sortie, c'est vraiment les vaccins. Les vaccins demeurent, comme ils l'ont démontré pour plusieurs maladies, l'intervention la plus efficace pour endiguer la dissémination de nouvelles infections. Et ça, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, avec l'exemple qu'on a eu avec les 6 nouveaux vaccins qu'on a maintenant sur le marché, c'est quand même une très très belle leçon qu'on a. C'est quand on fait l'effort, on y arrive, et on y arrive parce que ça nous permet d'endiguer la dissémination de n'importe quel nouveau pathogène. Donc ça, c'est moi et tous mes amis qui sont en audience ou qui ne sont pas là, mais c'est ceux qui ne connaissent pas le Bilbo le Hobbit, c'est un de mes héros d'enfance, puis c'est toujours un exemple qui me suit partout. Et avec tous mes compagnons Hobbits, je pense qu'on va franchir la montagne et éventuellement vaincre le Covid-19. Et je remercie tout le monde. Je pense que tout ce que je fais, moi, c'est vraiment pour mes parents, pour nos familles et pour nos enfants. Et je tiens à vous remercier et je suis prêt à écouter, à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Alors, en votre nom, je remercie Dr Rafik Pierre Sekali pour ses explications et son brillant exposé. Nous sommes arrivés à la période de questions. Alors, on vous demande, s'il vous plaît, d'allumer vos caméras, mais pas vos micros. Juste la personne qui va poser la question pourra allumer son micro lorsqu'on va l'inviter à le faire. Donc, nous prenons une première question. Elle est, puisqu'il y a une mémoire immunologique, quel est le but de donner 2 doses de vaccin aux gens qui ont déjà été infectés et rétablis du stress COVID-2? Ben, vraiment, la mémoire, en fait, la mémoire se développe, ça prend au moins 1, 2, 3 immunisations pour développer la mémoire. C'est pas une seule exposition qui permet de développer la mémoire. Il faut des vaccins, par exemple, comme le vaccin de la variole, c'est un vaccin qui est ultra efficace parce qu'une seule shot et on a une mémoire pour, comme je l'ai dit, pour 40 secondes. Avec un vaccin expérimental comme le Moderna vaccin ou le Pfizer vaccin, ça, c'est des vaccins qui, quand on les a mis sur le marché, on connaissait encore très très peu de choses. Et donc, c'était la chose naturelle de au moins donner 2 immunisations. Et c'est en fait, si jamais tu as reçu le vaccin de l'hépatite B, tu reçois 3 immunisations parce qu'il faut au moins 3 immunisations pour arriver à avoir une dose d'anticorps qui va être suffisante pour neutraliser toute nouvelle exposition au pathogène. Donc, le nombre d'immunisations va dépendre de la plateforme vaccinale qu'on utilise. Donc, en fait, ceux qui utilisent le J&J, le J&J, une seule immunisation suffit. Mais d'autres vaccins comme le Moderna ou le Pfizer ou le AstraZeneca, ils ont besoin de plus d'immunisation parce que c'est des vaccins qui ne sont pas aussi forts c'est des vaccins qui ne sont pas aussi forts que le vaccin J&J. J'ai répondu à tes questions, Raymond. OK. Est-ce qu'on a prouvé l'innocuité des vaccins pour les enfants en bas de 12 ans? Je pense que très bientôt, vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Je pense qu'à la mi-octobre, on va autoriser au moins le Pfizer pour les enfants de 5 à 12 ans. Dans tous les essais cliniques que j'ai vus ou qu'on a passé avec moi, le vaccin, il est efficace et il est sécuritaire. Mais en fait, je pense que j'ai eu cet échange avec ma fille, on donne naturellement la dose de vaccin qu'on donne
aux enfants est beaucoup moins élevée que la dose de vaccin qu'on donne aux adultes, mais c'est facilement compréhensible parce que quand on ajuste la dose de vaccin, en général, on ajuste toujours au poids de l'individu, à la masse corporelle de l'individu. Donc, les enfants étant beaucoup plus petits que les adultes, donc on leur donne moins de doses de vaccin. Mais aussi parce que les enfants ont un système immunitaire qui est beaucoup plus aguerri. Ils ont un système immunitaire qui est quote-unquote naïf ou vierge. Donc, ils ne sont pas encombrés par toute une histoire d'autres infections qu'ils ont encourues. Donc, ils sont beaucoup plus aguerris à répondre à n'importe quel autre nouveau pathogène. Et c'est pour ça qu'on donne les vaccins aux enfants. Hein. On donne les vaccins aux enfants parce que c'est à ce moment-là, lors de l'enfance, qu'ils sont le plus capables de répondre à un vaccin ou aussi d'être affectés par un pathogène s'ils n'ont pas une protection. Merci. Il y a d'autres questions sur le chat, Rafik. Oui. Donc la deuxième question, la question numéro 2, c'est le taux de mortalité est quand même en dessous de 5% pour les gens infectés et cela avant l'existence du vaccin. Que signifie donc une efficacité de 95% alors que la dose de mortalité est inférieure à 5%? Je pense quand même que n'importe quel décès doit être prévenu. 5% de décès dans une population comme en Inde ou dans nos pays, au Brésil, où il y a quand même les décès se chiffrent par centaines de milliers ou même millions d'individus. Je pense que n'importe quelle intervention qui peut permettre de diminuer un seul décès est importante. Je souhaite à personne d'avoir un décès dans sa famille, là, puis donc oui, de descendre à 5%, c'est quand même assez significatif. Et 5%, c'est quand on parle aux États-Unis ou dans les pays développés. On n'a pas encore les chiffres exacts quand on est dans des pays en développement. Et ça, je suis sûr en fait que les chiffres dans les pays en développement sont encore beaucoup plus élevés que 5%. Donc, on a bien fait, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. La question numéro 3, pourquoi certains pays estiment qu'il est nécessaire de donner une troisième dose? En Israël, par exemple, d'une quatrième, sont deux condamnés à booster à vie. Je dois vous rappeler en fait que les gens parmi vous qui reçoivent le vaccin de la grippe, on est vacciné à tous les mois, à toutes les années. Moi, je ne peux pas rentrer sur le campus de Emory si je ne suis pas, si à toutes les années, je ne reçois pas mon vaccin contre la grippe. Donc, le vaccin du SARS n'est pas n'est pas une exception. Je pense qu'avec un virus qui mute aussi rapidement, déjà en l'espace d'un an, on a au moins 6 mutants, un an et demi, on a 6 nouveaux mutants certains sont plus pathogènes. Donc plus on prend de précautions, plus on arrive à booster le système immunitaire, à augmenter, vous l'avez vu dans les courbes que je vais montrer là. En première immunisation, on a 100 anticorps. Après le boost, on a 10 000. Okay? Donc le boost, il arme pour le système immunitaire beaucoup plus que que jamais recevé un seul boost. Et le problème, en fait pas le problème, là, ce qu'on voit, c'est que au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, les taux d'anticorps diminuent graduellement dans le sang. Donc on est moins prêt à confronter une nouvelle infection. Donc en boostant, on est surtout quand des virus sont saisonniers comme le virus de la grippe, ou potentiellement comme le virus le SARS-CoV-2, je pense qu'on sera beaucoup plus armé contre des infections qui vont être de plus en plus saisonnières. Je ne sais pas s'il y a une autre là. Quelqu'un qui a eu le Covid, combien de temps il est contagieux et après sa guérison, est-il encore contagieux? Ben, quand on parle de guérison, là, c'est qu'on n'a plus de virus qui circule. Et donc, je pense que si jamais on n'a plus de virus qui circule, si par test PCR, on n'est plus capable de détecter du virus dans votre circulation, je pense qu'on est plus contagieux. En fait, on le voit très bien là. Les normes de sécurité de santé publique, c'est on fait un test PCR, on vous mettait en quarantaine pendant 14 jours. Maintenant, ça passe de 14 jours à 10 jours, même pas. Aux États-Unis, il n'y a pas de quarantaine. Donc, s'il y a le test PCR négatif, donc vous n'êtes plus contagieux. Par contre, vous pouvez être infecté. Vous pouvez, comme je l'ai montré au début, certains individus baissent leur charge virale très rapidement et deviennent complètement asymptomatiques et avirémiques, donc pas de virus.
Il y a d'autres individus, surtout quand vous êtes immunocompromis, par exemple, vous avez subi une opération, une transplantation, ou vous êtes sur des médicaments immunosuppresseurs. euh, Là, le virus, il peut continuer à rester et il peut rester assez longtemps. Et ça, ça arrive vraiment dans 1 à 5% des gens infectés. Et c'est encore, c'est des choses qu'on essaie de comprendre, mais aussi là de contrecarrer. Et c'est pour ça que, oui, le vaccin est important, mais aussi essayer vraiment le plus rapidement possible de trouver des médicaments antiviraux, donc un peu comme les médicaments qu'on utilise pour l'hépatite C ou pour le VIH, pour les infections herpétiques. Il faut absolument qu'on ait en deuxième ligne des médicaments antiviraux qui empêchent la réplication virale et non pas seulement empêchent le virus de rentrer. La question 4, est-ce que Pfizer et Moderna induisent la production de la protéine spike par l'humain, donc notre... Non, les protéines tant que ce spike, que le spike qui est produit euh, par les vaccins de Moderna et Pfizer, c'est des vaccins, des protéines qui sont produites par vos cellules. Ce qu'on injecte, on vous injecte l'ARN. L'ARN, il rentre dans les cellules, et une fois qu'il est dans la cellule, il produit maintenant une protéine. Donc, il y a rien d'étranger qui est introduit dans votre corps. Tout ce qu'on introduit dans votre ressource, c'est une minuscule partie du virus. Et maintenant, on laisse à votre système immunitaire la capacité maintenant de reproduire la protéine virale qui va induire maintenant la production d'anticorps ou la production de cellules qui peuvent tuer les cellules infectées. Donc oui, Justement, j'avais de la misère à taper, alors je vais finir la question. oui, Donc, on, on- on induit le corps à produire l'antigène oui, avec lequel on va créer la réponse immunitaire. ça, oui, oui. Mais comment pouvons-nous faire une réponse immunitaire contre quelque chose que nous avons produit nous-mêmes et qui n'est pas étranger à notre corps, vu que nous l'avons produit? Non, 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 c'est vraiment une très très bonne question là. Puis c'est ma question. Donc en fait, dans le système immunitaire, et c'est une très très bonne question parce que on, on- on a ce qu'on appelle le système immunitaire, il reconnaît le soi, donc il reconnaît toutes les protéines que tu as. Ok. Donc il reconnaît, c'est pour ça par exemple que on appelle des maladies auto-immunes, c'est des maladies où le système immunitaire maintenant monte des réponses contre le soi. Ok. Contre par exemple les cellules du pancréas, contre les cellules de la thyroïde, contre les cellules des joints pour l'arthrite. Ça, c'est des cellules, des antigènes du soi. Mais un antigène viral n'est pas un antigène qui est un antigène du soi. C'est un antigène étranger qui a été introduit dans tes cellules. Donc le système immunitaire, il va le reconnaître comme une protéine étrangère. Il ne fait pas partie de ton code génétique. Il a été introduit de façon externe par une intervention vaccinale. Et donc, le système immunitaire ne le reconnaît pas du tout comme soi. Et c'est pour ça qu'il montre réponse. Mais dans le fait, il n'a pas été introduit par l'injection. Il a été, c'est son code génétique qui a été Oui. introduit et le mécanisme de production humain qui l'a produit. Donc, Mais c'est un peu que n'importe quel, tout produit par l'humain. c'est un peu n'importe quel gène que tu as dans ton bagage génétique. Dans ton ADN, tu as des protéines qui sont produites dans le pancréas, dans tous les organes, et ces protéines sont pas partie de ton code génétique. Ok. Et donc ça, c'est des protéines du soi. Le bagage génétique de l'ARN du virus que tu introduis dans tes cellules ne fait pas partie de ton code génétique. Il n'est pas intégré dans ton ADN. Et donc, il va toujours être reconnu comme quelque chose d'étranger. Mais la thérapie génique existe depuis des décennies et nous avons utilisé cette méthode pour traiter certains cancers, par exemple, Oui, ou lorsqu'il y avait une déficience d'une certaine protéine. oui, Pourquoi est-ce que le corps humain n'a pas attaqué dans ces autres cas-là ces protéines étrangères qui non, n'existaient pas dans le code génétique de ces humains-là? non, non, parce que là, tout ce qu'on a fait, c'est corriger une erreur. On a fait, dans les thérapies géniques, on corrige une erreur. Ok. Alors qu'ici, on corrige une erreur. Donc on prend par exemple le gène de la dystrophie musculaire ou le gène de la maladie de Huntington.
et on a introduit un vecteur qui permet de corriger la séquence qui était mutée, qui est très différent d'introduire maintenant tout un segment d'ARN d'une protéine qui est... Donc, en fait, ce que tu fais dans la maladie d'Huntington ou la maladie du Duchenne ou la dystrophie musculaire, c'est que tu prends un gène qui a 300 acides aminés et tu en corriges deux, et donc la protéine, elle va continuer à ressembler tout de suite, quand même, en grande partie à la protéine native. Alors que là, tu introduis quelque chose qui est complètement étranger, la spike protein, qui est une protéine quand même qui est assez importante, l'être humain ne l'a jamais vu. Il y a d'autres questions, je pense. Ouais, attends un peu là. Est-ce qu'on sait à une personne Rafik, il y a dans le chat. Oui, j'ai ça, j'essaie de lire là. Est-ce que vous conseillez à une personne qui a subi une opération du côlon de se faire vacciner? Je pense qu'une personne qui a subi une opération du côlon doit se faire vacciner parce que en général, les individus qui ont subi les opérations, on le sait, les opérations toujours induisent un niveau d'immunosuppression, les gens sont immunocompromis. Et c'est les premières personnes dans les hôpitaux, en fait, qu'on vaccine, hein. C'est les gens qui vont subir une opération ou qui ont subi une opération parce qu'on sait que leur système immunitaire est compromis. Bon, est-ce que dans le chat, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un aimerait poser une question? Pas timide, hein? Ah, Oui, moi j'aurais une question. Allez-y. ouais. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir, pour le vaccin, il a sorti assez rapidement, là, en dedans d'un an, mettons, ou un an et demi. D'habitude, c'est plus long que ça. Pourquoi que les médicaments, ça ne serait pas la même chose? Je n'ai pas bien compris tantôt. Là. Je sais que normalement, c'est 10 ans sortir un médicament. Pourquoi qu'on n'est pas capable de rapetisser le temps pour le médicament aussi? Bon, je pense que pour les vaccins, il y a quand même énormément de travail qui a été fait en amont pour d'autres pathologies comme le VIH, comme l'hépatite C, où on a bénéficié beaucoup, les gens qui ont développé le vaccin du coronavirus ont bénéficié énormément du travail qui a été fait pour les autres infections, les autres infections virales. Donc, on est parti d'un niveau là qui était quand même beaucoup plus avancé qu'un niveau, par exemple, pour les médicaments. Le médicament, en fait, c'est beaucoup plus complexe là, parce que le médicament, chaque virus, chaque protéine a une structure différente. Et donc, si jamais on veut développer un médicament, le médicament, il doit s'adapter parfaitement à la nouvelle structure qui est conférée par le nouveau pathogène. Donc, il y a quand même un travail de recherche et de développement qui est assez important à faire et d'optimisation. Et juste pour te donner le cycle de développement d'un médicament, quand on développe des médicaments, on part toujours à partir d'une première structure. Et après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des cycles itératifs de structure jusqu'on arrive à une structure qui est maintenant 10 fois, 100 fois, 1000 fois beaucoup plus efficace. Et ça, c'est un exercice qui prend du temps là. Mais je peux te dire aussi, là, et ça vous le saurez bientôt, là, d'ici 6 mois, là, il y a au moins 4 ou 5 médicaments qui vont être mis sur le marché dans les mois qui viennent, qui sont contre qui sont contre le SARS-CoV-2. Parce que aussi, le gouvernement américain met les bouchées doubles, les compagnies ont vu un marché qui est énorme, et donc il y a eu des investissements énormes qui ont été faits. Et naturellement, quand il y a beaucoup d'investissements, comment on dit, les médicaments sont beaucoup plus rapidement. La dernière question est posée la par COVID, Bella. oui, La COVID oui, pourra à cause du monde non durer vacciné. pendant des années à cause du monde non vacciné. C'est une question qui est très chargée politiquement, mais je m'aventure, je le sais très bien, je vis là-dedans, hein. En Géorgie, malheureusement, là, je pense, le deuxième ou troisième État avec le plus haut taux de non-vaccinés. Et quand vous regardez la carte des États-Unis, vous regardez par exemple
tout le nord-est des États-Unis, New York, Connecticut, Massachusetts, etc., les gens sont vaccinés à 70-75% et le taux de nouvelle infection est très très faible. Par contre, si vous êtes né au sud-est des États-Unis, vous regardez en Floride, en Géorgie, où il y a 40-50% de gens qui ne sont pas vaccinés, vous regardez très bien, en fait, dans les hôpitaux, là, l'hôpital où mon université est affiliée, 95% des gens qui sont non vaccinés, des gens qui sont hospitalisés, c'est des gens qui sont non vaccinés. Alors, je pense que vous pouvez tirer très bien vos conclusions. Tant qu'il n'y aura pas une couverture universelle des vaccins, et je pense que ça va arriver très vite, je pense que le vaccin va perdurer. Et si vous lisez un peu les journaux, vous voyez très bien que de plus en plus de compagnies, maintenant, mettent à la porte les gens qui refusent de prendre les vaccins. C'est le cas de mon université, c'est le cas de plusieurs universités à travers les États-Unis. United Airlines aujourd'hui a émis des indications comme quoi si jamais tu n'es pas vacciné, tu es à la porte. Et oui, on maintient un niveau de danger permanent en n'adoptant pas une couverture universelle. Et je pense que maintenant que le vaccin n'est plus, comme la FDA a approuvé le vaccin pour des applications non urgentes, donc je pense qu'il va y avoir maintenant des décrets et de plus en plus de nations et de compagnies qui vont instaurer le vaccin obligatoire. Et encore une fois, Est-ce qu'il y a je vous rappelle que ces vaccins-là, les gens ils prennent des précautions énormes avant de mettre des vaccins sur le marché. Donc, euh, et je pense que si vous retournez à Jenner et aux fins des années 1800, qui a découvert le vaccin à la variole, sans lui, là, il n'y aurait pas d'humanité. Hein. Donc, la variole, ça a tué les gens comme des mouches. Hein. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre très au sérieux les vaccins. Il faut prendre très au sérieux les scientifiques qui développent des vaccins, les compagnies qui développent des vaccins et les autorités de santé publique qui mettent les vaccins sur le marché. Parce que personne ne prend le risque, encore plus aux États-Unis où tout est litigé, de mettre sur le marché des vaccins qui peuvent affecter les gens. Donc, là, il y a une question là. Les citoyens sont divisés, vaccinés, non vaccinés. Maintenant au Québec, le taux de vaccination, est-ce que la division sociale n'est pas pire que le virus? Je vous laisse répondre à la question. Hein. C'est pas une question scientifique, hein, mais je pense que vous avez très bien lu mon opinion. Moi, j'ai une question scientifique. Vas-y. Parce que le chiffre qu'il a donné, 75%, n'inclut pas les enfants. Alors Ouais. là, si on regarde les 12 ans et plus, Ouais. on est dans le 83, quelques % au Québec. Mhm. Donc, au départ, lorsqu'on parlait d'immunité, comme ils disent en anglais, herd immunity, Immunity, ouais. Mhm. bon, c'est-à-dire un certain taux où il y a une protection pour Ouais. la société. Ouais. Au départ, on parlait de 75%. Maintenant, on voit que ce n'est pas assez. Et le ministre de la Santé dit, à cause des variants, il s'apprend plus. Alors là, outre les considérations politiques, ma question se décline en deux parties. Un, c'est quoi le vrai taux pour ce virus? Parce que ça peut être différent pour d'autres. Et deux, est-ce que les coronavirus n'ont pas tous le même spike protein? Et quel est le rapport qu'il y ait un variant ou non? Ils ont quand même le même mécanisme de rentrée et la même protéine qui s'intègre aux cellules. Donc, c'est quoi le rapport de parler de variants? Et donc, c'est ça, c'est les deux parties à ma question. Bon, je commencerai par répondre à la deuxième partie là. D'abord, là, comme il est montré dans mes premiers dépôts, il y a les alpha coronavirus, les bêta coronavirus, les gamma coronavirus. Dans les bêta coronavirus, il y a au moins 7 ou 8 différents bêta coronavirus. Ces virus ont toute une protéine qui s'appelle spike.
Mais le spike, par exemple, de SARS-CoV-1 et le spike de SARS-CoV-2 ne sont pas complètement homologues. Il y a quand même un certain niveau de variabilité qui est très différent d'une spike protéine à l'autre. Et c'est ce qui fait en fait qu'un virus est plus pathogène qu'un autre. C'est parce qu'il permet d'infecter plus de cellules qu'un autre. Donc, je pense que pour répondre à ta première question, oui, on peut avoir une unité qu'on appelle cross-réactive, qui est une unité croisée entre, par exemple, un bêta-coronavirus et un autre, mais ce n'est pas une unité absolue. Beaucoup d'entre nous, on sait que les bêta-coronavirus, même les alphas, c'est des virus respiratoires qui peuvent souvent induire des pathologies, des infections qui sont non pathogènes. On est infecté, on développe des anticorps, mais on n'a pas nécessairement une maladie, à part peut-être un froid. Mais c'est l'immunité qu'on génère contre ces autres bêta-coronavirus ne va pas te protéger contre le virus de SARS-CoV-2 parce que la séquence de la protéine de spike est très différente. Donc oui, ils ont tous une protéine spike qui leur permet de rentrer dans les cellules, mais cette protéine va être très différente d'un SARS-CoV-2 à l'autre, d'un coronavirus à l'autre. Donc tu n'as pas une unité absolue. Si jamais tu es immunisé par un, tu ne vas pas nécessairement être protégé contre l'autre. Et pour répondre à ta première question, là, si je me rappelle, c'était... C'est quoi le vrai chiffre pour herd immunity? Tu as répondu toi-même à la question. Hein, ça va varier d'un virus à l'autre. Là. Je pense que... Non, je veux dire pour le coronavirus. Je veux dire le coronavirus de Wuhan. Le herd immunity est un concept épidémiologique. Le herd immunity, quand on aura au moins 1 à 2 ans j'espère pas plus, là, de l'infection va perdurer, à ce moment-là, on pourra assumer quel est le niveau d'infection de la population totale qui peut aboutir maintenant à la position de la population complète. Mais tant qu'on n'a pas ce chiffre-là, tant qu'on n'a pas maintenant, on n'a pas une estimation de niveau de l'infection totale qui peut... tu le sais très bien, on n'a pas une protection complète, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui sont infectés, donc on ne peut pas arriver à estimer combien de gens il faut qu'ils soient infectés ou immunisés pour protéger toute la population. On n'a pas ce chiffre-là. On n'est pas capable de l'estimer actuellement. Bon, je pense que on a répondu à plusieurs questions. Encore une fois, merci Dr Sekali. Merci à Norma Choucha et Maria Terzikhan pour le support technique. Surtout, merci à vous tous d'avoir été là. Et on vous invite à allumer vos caméras pour qu'on se dise un petit bonjour et on voit qui est là. Et ce fut un réel plaisir de voir un si grand nombre réunis pour écouter un sujet d'une grande importance. On vous souhaite à tous bonne santé et on vous invite à visiter notre site web, notre page Facebook et d'ouvrir les courriels pour connaître notre programmation et la suite des choses. Encore une fois, merci Rafik d'Atlanta, Georgia. On s'excuse pour quelques coupures, on a perdu à un moment donné, mais l'informatique, c'est ça arrive. Et voilà, on voit plus de visages maintenant. Bonjour tout le monde. Vous pouvez vous saluer, parler, allumer vos micros. Merci beaucoup. Vous pouvez tous allumer vos micros et dire un mot. Très intéressant. Merci beaucoup. J'ai énorme plaisir et n'hésitez pas, si jamais vous avez n'importe quelle question à un moment donné, là, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis 24/24 sur mon email et ça me fera toujours plaisir de répondre et de contribuer à sécuriser tout le monde. Là. Comme je l'ai dit là, en 18 mois, on a fait énormément de progrès, on a fait énormément de choses. On a quand même arrivé à endiguer cette maladie presque à 70%.
Je pense que, et c'est en un an et demi, je pense d'ici un an, 6 mois, un an, là, je pense qu'on pourrait éventuellement tourner la page. Inch'Allah, on va vous inviter, docteur Sekali, dans un an Il n'y a pas de pour, réflexion pour la suite des choses. rapide, hein. Et on espère que vous allez annoncer à tous, c'est la fin, c'est fini, on tourne la page. J'espère moi Oui. aussi, hein, je dis là, jusqu'à il y a, non, c'est très, très agréable de revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Rafik, c'est toujours un plaisir. Et Annie, Merci beaucoup. Au revoir. bye. Merci. Bye bye. Tous tes amis sont là et les Ouais, membres, non, tu sais, les membres de la famille, là, on est heureux de vous voir. Oui. Allumez vos caméras. Toutes les cousines Claude, sont là. Les Est-ce que cousines. je peux parler? Est-ce que je peux parler? Oui. Ou Oui. c'est trop tard? Vas-y, C'est que bien sûr. au sujet- bon, c'est toujours une question. La première question, tout à fait au début, on vous a demandé pour quelqu'un qui a déjà eu la COVID, est-ce qu'il doit prendre 2 vaccins ou un vaccin, c'est assez? Moi, personnellement, je n'ai pas compris. Vous avez montré que c'est très important de prendre les 2 vaccins, mais même pour quelqu'un qui a eu la COVID? Si jamais je vais vous donner la réponse la plus factuelle possible. D'abord, il n'y a pas assez de recul pour savoir combien de fois on doit prendre un vaccin si jamais on a déjà été immunisé. Mais je sais, pour avoir vu beaucoup de chiffres, que des gens qui ont déjà été infectés, quand ils reçoivent un premier boost, ils montent une réponse immunitaire qui est supérieure aux gens qui n'ont jamais été infectés et qui reçoivent 3 doses de vaccin. Donc je pense qu'une seule dose de boost par année, j'espère, ça va être entièrement suffisant. Est-ce que c'est mauvais 2 pour quelqu'un qui a déjà eu la COVID? Non, Parce que j'ai appris à la télévision dernièrement que ça affecte le cœur. Le deuxième boost pour quelqu'un qui est super immune, là, avec beaucoup d'anticorps. j'ai pas vu ces chiffres-là, mais je peux vous dire, là, je pense pas que vous avez besoin de prendre un deuxième boost si jamais vous avez été déjà infecté. Je pense qu'avec un boost, vous allez monter une réponse immunitaire qui va être extrêmement importante, supérieure à des gens qui ont reçu 2 immunisations si jamais ils n'ont pas été infectés. Donc je ne pense pas que vous avez... Mais encore une fois, je vous dis par année, ok? Je pense que vous allez... ce virus, contrairement aux exemples que je vous ai donnés avec le virus de la variole, où vous êtes immunisé une fois, ou le virus de la fièvre jaune, vous êtes immunisé une fois, vous êtes positif toute votre vie. Beaucoup de vaccins, comme par exemple l'hépatite B, on est vacciné à tous les 10 ans. Le virus de la grippe, on est vacciné à tous les ans. Je pense qu'avec ce virus-là, on va être vacciné à tous les ans. D'accord, merci. Et je peux ajouter une autre question. Oui. Quelqu'un avait mentionné pour le médicament, il a dit il n'y a pas de médicaments actuellement qui combattent le virus. Oui. Moi j'ai été affectée, j'ai eu la COVID et puis heureusement j'ai survécu, mais il y a plusieurs médicaments qui existaient et qui ont... Moi, je l'ai pris, mais ça ne m'a pas affecté. Mais le ivermectine qui a été... en Haïti, c'est un pays très pauvre. C'est un médicament qui est très bon marché, qui n'est pas cher du tout. Et puis, c'est ça qui a fait qu'en Haïti, ils ont utilisé ce médicament et il n'y avait pas autant de cas que dans d'autres pays. Ça, alors, comment ça se fait? Mais je pourrais voir la question. Vous avez certainement dû entendre Tony Fauci dire plusieurs fois, pour pouvoir tirer ce genre de conclusion, il faut que l'expérience soit contrôlée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui reçoivent l'ivermectine et des gens qui ne reçoivent pas l'ivermectine. Et ça, quand on a l'exemple de Haïti, où je peux vous donner aussi l'exemple du Brésil, je connais beaucoup de gens au Brésil qui ont pris l'ivermectine, soi-disant par prévention. Et tant que ce n'est pas nocif, c'est correct. Mais de dire que l'ivermectine a un mécanisme d'action spécifique qui va empêcher la
l'infection ou le développement de la maladie sévère. Ça, il n'y a rien, à mon avis, qui permet d'affirmer ce point-là. Et juste pour vous dire, en fait, Merck, la compagnie Merck, qui produit l'ivermectine, a émis des instructions de ne pas utiliser l'ivermectine pour le SARS-CoV-2. Donc, en médecine, tant qu'on n'a pas un mécanisme ou tant qu'on n'a pas un contrôle, on n'a pas un bras contrôle, je pense que c'est très difficile de tirer des conclusions. C'est très bien, tant mieux, si vous prenez l'ivermectine et ça vous fait pas de mal, c'est tant mieux. Mais il y a ce qu'on appelle l'effet placebo et il y a le fait aussi qu'on n'a pas un bras contrôle. Donc, on ne compare pas à quelque chose. Les gens, ils prennent l'ivermectine, puis il n'y a pas un bras de comparaison là. Donc, tant mieux. Mais aussi, je peux vous dire, la CDC et Merck, ils ont émis ces directives parce qu'il y a beaucoup eu d'empoisonnement. Il y a eu quelque chose comme 100 fois plus d'empoisonnement par l'ivermectine qu'il y a en période normale où les gens prennent l'ivermectine quand ils ont un certain diabète. D'accord, merci. Et qu'est-ce qu'il a pris Donald Trump pour guérir? Comment? Je voudrais savoir, c'est Maya, Jaël. Oui, je vous dois, oui, Maya. Qu'est-ce que Donald Trump a pris comme médicament pour guérir? On est jour. Un baiser de sa femme. Je pense que... Un coup de pied. Je pense que il y a... Si tu lis CNN aujourd'hui, là, si tu lis CNN aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui mettent des doutes sur ce qui s'est passé à l'hôpital pendant les 40. Mais ce qui avait été dit à l'époque, il y a donc un des moyens, là, un médicament, en fait, que les gens utilisent là, de plus en plus. C'est pas un médicament, mais c'est un anticorps. Dans une des diapos que j'ai montré, une des premières diapos que j'ai montré, je montrais qu'il y avait la protéine Spike. Oui. Agit avec le récepteur ACE2, ok? Et il y a des anticorps qui ont été développés pour neutraliser cette interaction. Est-ce que Donald Trump aurait pris, c'est une dose d'anticorps 100 fois supérieure à ce que n'importe quelle personne. Il a pris probablement $1 million d'anticorps. Une dose de cheval. Puis ceux qui disent, je ne vais pas le dire là. Il y en a d'autres qui disent que tu n'as pas besoin de prendre un vaccin. Tout ce que tu as à faire, c'est booster ton système, prendre des vitamines C, du zinc, du je ne sais pas quoi, lactoferrine. Encore une fois, Maya, les chiffres sont inéluctables. Oui. Les vaccins ont fait leur preuve. Si jamais tous les enfants sont vaccinés, là, oui. Et le taux de mortalité des enfants, il a passé là de 50% à moins de 5%. Oui. C'est à cause des vaccins. C'est à cause des vaccins. On va me dire que les vaccins n'ont pas fait leur preuve là. Non, non, je sais, mais parce que ils ont des effets secondaires. Les effets secondaires, encore une fois, vers la fin des années 90, il y a eu toute une tempête qui a été faite parce que, soi-disant, le vaccin de MMR, le vaccin de la mumps, rubella, measles induisait l'autisme. Et en fait, il y a eu une enquête policière et le médecin anglais qui a développé cette étude a été mis en prison. OK. Toute cette étude était falsifiée. OK. De son propre aveu. Hein. Alors, les données qui montrent que les vaccins sont dangereux, moi, je ne les connais pas. OK. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'action dans aucune compagnie de vaccins. Non. Je n'ai pas trouvé d'intérêt. OK. Merci beaucoup, Rafik. Alors, encore une fois, merci Rafik, merci à vous tous et on vous dit à la prochaine. Bonsoir, bye bye. Bye. Bien. Bye. Merci. Bye bye. Au revoir. Bravo, Rafik.